qui avait tué indirectement des centaines de milliers et même des millions de personnes. On l'a arrêtée et condamnée à la perpétuité, on l'a enfermée dans un centre isolé, et dans les milieux qui décident du destin des vaincus, on a dit qu'elle était morte. On a espéré qu'elle mourrait, mais elle a tenu bon, peut-être parce qu'elle bénéficiait de caractères génétiques particulièrement résistants, difficiles à détruire, ou parce qu'elle avait en tête le programme maximum de notre organisation, ou peut-être aussi parce qu'on a oublié de lui envoyer des tueurs pour régler le problème une fois pour toutes, et que les gardiens avaient peur d'elle. C'est une femme magnifique. Elle est enfermée dans une cellule aux dimensions mesquines, sans compagne depuis déjà 8 ans. Elle n'en peut plus. Elle s'est plusieurs fois auto-mutilée au cours des années passées, en particulier pendant l'hiver, où la prison est froide et humide, et où l'idée de vivre et de tenir bon se dissout. Mentalement, elle a beaucoup perdu de son assurance. Elle va mal. Elle aime s'adosser au mur, en imaginant qu'elle traverse le mur, qu'elle est dépeignée par le vent, qu'elle est sous le ciel mouvant de la steppe, au milieu des herbes mouvantes, et qu'elle parle plus fort que les souffles, qu'elle dit le monde. Quand l'administration pénitentiaire l'autorise à avoir du papier et un stylo-bille, elle dit le monde sous forme écrite, en utilisant des abréviations et un langage crypté dont elle seule possède les clés. Et quand elle a façonné une histoire, elle la chuchote de nombreuses fois, en s'accroupissant ou en s'allongeant devant la porte. Elle s'adresse au couloir, au courant d'air qui siffle dans l'étage vide. Elle occupe la cellule 1614. Et depuis la mort de Maria Iguacel dans la cellule contiguë, elle n'a plus personne à qui parler. Toutefois, plusieurs fois par semaine, elle dit le monde, elle invente des rêves, elle reprend des histoires qu'elle a écrites, ou elle réfléchit à nos combats, à ceux que nous avons menés en habit de guerrier, et à ceux que nous avons menés en habit de prisonnier, et que nous continuons à mener avec de la parole, des souffles, des hallucinations, et je ne sais quoi encore, qui est beaucoup trop tranquille pour être de la haine. Il lui arrive aussi souvent de rendre hommage aux assassinés, comme nous faisons tous à un moment ou à un autre de nos longues journées. Elle répète alors un ara, une leçon, un extrait de romance qu'elle n'a pas composé elle-même, mais qui ont circulé dans la prison et que les prisonniers et les prisonnières, pour interdire l'oubli et par amour, ont appris par cœur. La plupart du temps, elle imagine qu'elle a les bras en croix pour mieux sentir le vent de la steppe, pour mieux étreindre l'univers des herbes et du ciel, et qu'en face d'elle sont assemblés quelques nomades sympathisants, ou des errants entourés de bandages, tout juste évadés des fours de l'enfer, ou des corbeaux noirs habités par des chamans. Elle imagine ce public, notre public, et elle dit le monde, et disant le monde, elle parle de nous. Elle s'appelle Linda Wu. Si on veut se représenter sa tête et son apparence, on peut penser à un film du cinéma de Hong Kong. Elle ressemble à Dora Kwok dans Lonely Dragon. En réalité, elle est plus belle encore, car sur son visage, la passion a laissé des traces. Le feu de la lutte des justes contre les monstres. Derrière le masque de douleur et de solitude, sous la peau que le manque de soleil a enlaidie, subsiste une lumière que rien ne peut éteindre. Comme nous, elle a perdu toutes les batailles. Elle est magnifique, mais elle a perdu. Et maintenant, illuminée de l'intérieur, elle chantonne contre le mur. Elle se cogne doucement l'arrière du crâne contre le mur. Et déjà, elle est là-bas, en plein vent. Et elle chuchote un discours aux nomades et aux morts. Et aujourd'hui, elle rend hommage à la pensionnaire de la cellule voisine, à Maria Iguacel. C'est une leçon qu'elle prononce, une des petites formes hallucinées que les écrivains post-exotiques appellent une leçon. Elle prend la voix de Maria Iguacel. Soudain, elle est Maria Iguacel. Moi aussi. Les écrivains post-exotiques, commence-t-elle. Sa voix ne porte pas loin en raison du vent contraire. Tout contre ses jambes s'agite en crissant des graminées dont elle ne connaît pas le nom, et à 80 mètres de là, elle aperçoit un premier auditeur qui s'approche. Un gros type, issu de nulle part, qui ressemble à un mort énorme, endormi et de mauvaise humeur. Il ne la regarde pas, et d'ailleurs,
Il ne possède ni yeux ni visage. Elle ignore son nom à lui aussi. Elle suppose qu'il l'entend mal et peut-être qu'il ne l'entend pas du tout. Mais au début, c'est surtout à lui qu'elle s'adresse. Si les écrivains post-exotiques se sont autrefois engagés en politique et en littérature, ce n'était pas pour tenter d'obtenir plus de confort dans leur vie personnelle ou parce qu'ils désiraient approcher ceux qui apparaissent avec une humilité tapageuse au-dessus du monde et qui le gouvernent et l'ordonnent, et parce qu'ils voulaient jouir du droit de parler au nom des maîtres et en défense des maîtres, avec en retour le droit d'attendre leur flatterie, les petites tapes sur l'échine, les friandises et les babioles que les puissants distribuent à leurs serviteurs, que ceux-ci soient des politiciens ou des artistes. Non, ils ne souhaitaient pas ronronner des bassesses et se frotter affectueusement contre les bottes des maîtres en imaginant qu'ils avaient choisi librement d'être domestiqués, alors que la présence près des bottes est toujours le résultat d'une sélection des maîtres parmi ceux qui ont été éduqués selon leur logique de maître. Non, il faut chercher ailleurs les racines de leur engagement. Il faut définir autrement nos désirs. Elle reprend sa respiration. Elle attend quelques dizaines de secondes. Les herbes bougent autour d'elle, les panaches se balancent en haut des hautes tiges. Le vent sent la tourbe. À la suite du gros mort, 2 brûlés surgis des mondes intermédiaires ont fait une brève apparition. Puis ils se sont assis dans un creux de terrain et on ne les voit plus. Dans la distance, à des kilomètres, 3 nomades à cheval avancent lentement à côté de leur troupeau. Personne ne l'écoute. Elle parle aux uns et aux autres, à ceux qui ont disparu et à ceux qui sont immensément loin. Elle leur parle comme s'ils étaient tout près d'elle et très attentifs. Les écrivains post-exotiques, dit-elle, Myriam Osorgon, Maria Clementi, Jean Doyevod, Irina Kobayashi, Jean Edelman, Maria Schrag et beaucoup d'autres, se sont engagés en politique pour tenter de bouleverser de fond en comble tout ce qui était établi comme à jamais sur la planète, tout ce qui favorisait l'éternel malheur et obligeait 5 milliards de gueux humains à vivre dans la boue, dans la poussière et l'absence d'espoir. Ils se sont levés pour détruire les racines et les graines du malheur, et dans un premier temps pour en finir avec les maîtres et avec les chiens des maîtres. Les écrivains post-exotiques n'étaient pas des scribouilleurs de pacotille, ils se sont engagés en politique avec des armes. Ils ont pris le chemin de la clandestinité et de la subversion, et sans craindre ni la folie, ni la mort, ils se sont lancés dans une bataille où ils n'avaient qu'une chance minime de gagner, une chance infinitésimale. Et ils se sont ainsi retrouvés soldats et solitaires, dérisoirement peu nombreux sur le front d'une guerre où, combat après combat, ils perdaient tout. Il leur arrivait même de perdre la certitude qu'un jour les enfants des misérables ouvriraient les yeux sur un monde non ténébreux, non mafieux et non inégalitaire. Mais ils n'ont pas plié, ils ont continué à lutter, énumérant les morts et les mortes, et refusant de les trahir, refusant toute perspective de capitulation, et refusant de déposer les armes. Et lorsque l'encerclement idéologique et militaire a été trop féroce pour qu'ils aient encore la possibilité de vivre en liberté, ils ont refusé de modifier leur discours devant l'ennemi et de revoir leurs objectifs à la baisse, ce qui les a conduits très naturellement dans les couloirs de la mort ou dans les couloirs de maisons d'arrêt, où on les a enfermés comme on enferme des bêtes nuisibles et mutantes, incapables de soumission.